Dans l'histoire récente du football, on essaie souvent de mettre en avant les joueurs qu'on qualifie de sous-cotés, c'est-à-dire ceux qui mériteraient peut-être une plus grande reconnaissance du public. Ce sont pour la plupart d'entre eux des joueurs récents qui sont encore en activité, c'est pour cette raison que j'ai lancé cette petite série. Après les 2 premiers épisodes qui vous ont bien plu, et ça déjà ça fait super plaisir, on va une nouvelle fois revenir un peu plus en arrière pour évoquer des joueurs qui n'ont rien de sous-coté, et c'est pas le but de la vidéo, mais qui sont tombés un peu dans l'oubli avec le temps. Des joueurs remarquables et remarqués à leur époque, des figures de la grande histoire du football. C'est parti dès maintenant avec le numéro 1, bonne vidéo à tous. Norberto Solano, un nom qui respire l'Amérique du Sud et qui respire aussi la première ligue des années 2000. On parle ici de l'un des plus grands joueurs péruviens de l'histoire, une icône dans son pays, un milieu qui pouvait jouer un peu partout, surtout à droite, et qui a fait trembler St James Park à de très nombreuses reprises. Formé et révélé dans son pays, au Sporting Cristal de Lima, Norberto Solano montre rapidement tout ce qu'il sait faire avec un ballon et participe à l'épopée du club en 97 qui ira jusqu'en finale de Copa Libertadores. Du coup, Solano fait la une des journaux, il est élu 2e meilleur joueur sud-américain de l'année, Ronaldo étant intouchable évidemment, et tape dans l'œil de Boca Juniors. Le jeune péruvien de 23 ans réalise une très belle saison là-bas, Diego Maradona apprécie forcément, et la première ligue s'intéresse déjà à lui, notamment le club de Newcastle United. He was a great lad, you know, on and off the pitch. Fantastic to have around the place. You know, I remember when he signed, Kenny signed him. He didn't speak a word of English, and his talent and his ability soon shone through, and you know, he soon picked up the language and the Geordie way of life. En 98, Norberto découvre donc l'Angleterre et se met directement tous les supporters dans la poche. Solano joue la plupart du temps à droite, il marque souvent et en plus de ça, c'est pas que des buts dans la surface, et brille aussi par sa formidable qualité de passe. En 2000, David Beckham est le meilleur passeur de Première Ligue avec 15 passes D, à égalité avec Norberto Solano. Alan Shearer a dû se régaler dans la surface avec un pied droit pareil à ses côtés. Newcastle pendant 6 ans, Aston Villa pendant quelques mois, Newcastle encore, puis quelques clubs à droite et à gauche. Solano a laissé une très belle empreinte à St James Park et restera pour toujours comme le premier péruvien à disputer un match de Première Ligue. Avec aussi ses 95 sélections, ses buts d'anthologie dont celui-ci contre Munich, et son fameux coup de patte. Solano a bien marqué son époque, mais son nom ne ressort pas très souvent quand on parle de la Première Ligue du début des années 2000. Il était surnommé le petit maître, le maestrito, un petit génie qui a collectionné les coups francs et les souvenirs et qui a fait briller son pays à l'étranger. Norberto est une véritable légende au Pérou, un milieu à Newcastle qui met des coups francs et que les supporters adorent. On tient peut-être ici l'inspiration de Santiago Muñez. On repart cette fois-ci au début des années 90 pour parler de monsieur Thomas Brolin, un joueur magnifique dont la carrière, encore une, a été brisée par les blessures. En 94, la sélection suédoise sort d'une magnifique Coupe du Monde, le pays termine 3e, éliminé seulement en demi-finale par le futur vainqueur brésilien. L'attaque suédoise a été particulièrement efficace, avec bien sûr Kenneth Anderson, avec Martin Dahlin, avec Henrik Larsson, et aussi avec le maître à jouer de cette sélection, Thomas Brolin. Le numéro 10 de Parme a été absolument monstrueux dans cette Coupe du Monde. Il a montré tout ce qu'il savait faire sur un terrain, dans l'organisation, dans le dribble, dans la passe. Il a bien mérité sa 4e place au Ballon d'Or. Bon, c'était la dernière année du trophée avec uniquement les joueurs européens, mais une petite médaille en chocolat au Ballon d'Or, c'est pas mal du tout. Le milieu offensif suédois, formé au pays et titulaire en 4e division à seulement 14 ans, joue depuis quelques années à Parme en Italie, où l'aventure se passe plutôt bien. Vainqueur en 92 de la Coupe d'Italie face à la Juventus, premier trophée de l'histoire du club, mais aussi de la Coupe UEFA en 95, de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et de la Super Coupe d'Europe. Thomas Brolin a fait partie de cette très belle équipe de Parme. Le numéro 7 ou 11 était un merveilleux joueur de football qui jouait la plupart du temps en numéro 10 mais qui pouvait finalement jouer partout, au milieu, devant, sur les côtés.
tant son intelligence tactique et sa vision du jeu crevaient l'écran. Au début des années 90, Brolin était clairement l'un des meilleurs joueurs du continent, co-meilleur buteur de l'Euro 92 star du mondial 94 et tout bêtement un joueur tellement classe balle au pied. Mais alors vous allez me dire, pourquoi on ne parle quasiment jamais de lui 30 ans plus tard? La réponse elle est toute simple, les blessures ont tué sa carrière. À 24 ans seulement, alors qu'il sortait de cette fameuse Coupe du Monde pleine de promesses, Thomas Brolin s'est cassé le pied avec la sélection et ne reviendra jamais à son niveau d'antan. Poussé vers la sortie par le club italien, car physiquement trop juste, Thomas sera transféré en Première Ligue à Leeds United puis en prêt à Zurich, à Parme et à Crystal Palace. Là-bas, il ne retrouvera jamais son niveau du mondial et celui qu'il avait en Italie. Voilà pour cette partie sur Thomas Brolin, encore un superbe joueur qui aurait très bien pu avoir un compte de foot si les blessures l'avaient laissé un peu tranquille. C'est toujours sympa dans ce style de vidéo de parler de pionniers, de parler de joueurs qui ont été les premiers à faire quelque chose. Dans le cas de Lucas Radebe, c'est tout simplement le premier joueur sud-africain de l'histoire à avoir disputé un match de Première Ligue avec son compatriote Phil Masinga. Personne ne le sait vraiment à l'époque, nous sommes en 94, mais Lucas Radebe va devenir une véritable icône à Leeds United, promu capitaine de l'équipe au début des années 2000 et défenseur craint par tous les attaquants du championnat. And you'd go, bang, tackle comes in. He had a discipline on himself which he was proud about. He didn't want to get beat. He was a hard man. Even in training, if you got past him, well, you didn't get past him. Just a warrior on the pitch. Des gros duels, des sourires, des tacles, Lucas Radebe met tout son cœur à l'ouvrage et finit même quelques matchs en tant que gardien de but pour le plus grand plaisir des supporters. En Angleterre, vous l'avez compris, tout se passe pour le mieux. Leeds finit même en demi-finale de Ligue des Champions en 2001 et avec la sélection, l'histoire a été encore plus belle. Dans un pays qui vit pour le rugby et qui vient d'ailleurs d'être sacré champion du monde en 95, l'équipe de football se développe aussi dès la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud participe alors à sa première Coupe d'Afrique des Nations en 96 et va directement remporter la compétition, avec Radebe titulaire lors de tous les matchs importants. L'histoire ne va pas s'arrêter là, puisqu'en plus de cette victoire à la CAN, victoire déjà inattendue, l'Afrique du Sud participe 2 ans plus tard à la Coupe du Monde, les désormais célèbres Bafana Bafana, qui vont aller accrocher 2 petits matchs nuls. Radebe, titulaire et capitaine lors de la compétition, va même se payer le luxe de marquer un but 4 ans plus tard lors du Mondial 2002. Un bon petit coup de tête contre l'Espagne. Le pays passera tout près d'une qualification en 8e de finale. La faute à ce bon vieux Raoul qui a tué les espoirs de tous les Sud-Africains. Mais Lucas Radebe, au-delà du football, c'était une vie absolument folle, faite de drames. Il s'est fait tirer dessus quand il jouait encore à Johannesburg, mais aussi de souvenirs inoubliables de cette relation toute particulière avec Nelson Mandela. In 2001, Nelson Mandela visited Leeds. Lucas was asked to welcome one of the world's greatest statesmen to the city. And it was an amazing day. I mean, the city was still. Aux plus belles soirées de football en Angleterre. Goalkeeper's denied it again! And Leeds have got something! They might have got the winning goal! Ce n'est pas le meilleur joueur de football de cette liste évidemment, même si c'était un sacré défenseur, mais l'histoire qui l'entoure est vraiment belle et je trouvais que ça valait le coup de le mettre un peu en avant. La Belgique a laissé plusieurs fois passer son rêve de devenir championne du monde, en 2018 notamment. Mais ce n'était pas la première fois que le pays atteignait le dernier carré. En 86, les Diables Rouges ont subi la loi de Diego Maradona, malgré la présence dans les cages de Jean-Marie Pfaff, élu meilleur gardien du monde quelques années plus tard. Le Belge était l'une des premières vraies légendes du pays, grâce à ses performances en sélection bien sûr, mais aussi avec le Bayern Munich. C'était pas le portier le plus grand de l'histoire, Jean-Marie mesurait seulement 1,80 m, mais il avait toute la panoplie d'un super gardien et l'a montré très rapidement dans sa carrière puisqu'il était déjà titulaire à 19 ans dans son premier club en Belgique. Après quasiment 10 ans là-bas, au KSK Beveren, le temps de remporter la première Coupe de Belgique et le premier titre de champion de l'histoire du club, Jean-Marie va taper dans l'œil du grand Bayern Munich. Les Bavarois cherchent désespérément le remplaçant de Sepp Maier et comme un peu toute l'Europe, ils apprécient le gardien belge après ses performances remarquées à l'Euro 80. Guéret, Andy Müller.
tir. Oh, jolie parade de Pfaff, très bon tir de Andy Müller. Dès sa première année, Jean-Marie Pfaff est nominé au Ballon d'Or, il est meilleur gardien européen de l'année et ravit les supporters du Bayern qui ont trouvé l'assurance tout risque dans les cages. Les années passent, le gardien participe donc à l'épopée belge au Mondial 86 avec des matchs mémorables dont celui contre l'URSS ou les tirs au but contre l'Espagne. Jean-Marie Pfaff m'avait dit un jour, j'ai un secret, il faut arrêter les pénaltys. Ah, si c'était vrai, tu pouvais arrêter. Super! Il est raté! Extraordinaire! Bien Jean-Marie! Et participe aussi à l'épopée bavaroise de 1987. On en reparlera juste après de ce match, mais le Bayern est allé jusqu'en finale de Coupe d'Europe contre Porto, avec un Jean-Marie monstrueux en demi contre le Real. Bon, la finale sera perdue contre les Portugais, le gardien ne pouvait pas faire grand chose sur les 2 buts, et ce sera le dernier grand moment de sa carrière. J'avoue que j'ai un peu hésité pour le gardien, avec Michel Prudhomme forcément, autre légende du football belge, mais aussi avec Rinat Dazaïev, gardien de l'URSS dans ces mêmes années 80 et qui avait un style vraiment sympa. Mais du coup je suis parti sur Jean-Marie parce que vous me l'avez souvent proposé et parce que ça fait toujours plaisir de parler des légendes de nos amis belges. Ils sont fantastiques. Après l'URSS, ils ont éliminé l'Espagne à la régulière. La nuit dernière à Puebla, les Diables Rouges ont gagné leur place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Avec 3 nominations au Ballon d'Or, un titre de meilleur gardien du monde et cette place de choix dans les premiers frissons des Diables Rouges, on peut sagement dire que Jean-Marie est une légende, peut-être un peu oubliée. En 82, l'Algérie devient le 5e pays africain à participer à une phase finale de Coupe du Monde. Le problème, c'est que pour leur entrée en matière, les Algériens doivent se coltiner l'Allemagne de l'Ouest, l'un des gros favoris de la compétition. Pas vraiment effrayés par des Allemands qui ont sûrement sous-estimé les Fennecs. Ces derniers marquent les premiers au début de la deuxième mi-temps, mais la RFA égalise à peine 10 minutes plus tard. Si beaucoup pensent que l'Algérie va s'effondrer après ce retour au score, les coéquipiers de Fergani vont directement repartir à l'attaque. Les Bassades. Et c'est extraordinaire. Une minute après l'égalisation de Rummenigge, c'est Belloumi sur cette action superbe. L'Algérie est repassée devant, va conserver le score et va donc s'imposer face aux Allemands grâce au 3e but de la rencontre signé Lakhdar Belloumi. A l'époque, le numéro 10 n'est pas encore très connu, il a seulement 23 ans, mais tape dans l'œil forcément des plus grands clubs européens, sauf qu'à l'époque, la loi l'empêche de quitter l'Algérie avant d'avoir 27 ans. Bon, forcément, quand un joueur est capable de faire tout ça, quand un joueur au profil un peu magicien et met l'envie de venir jouer en Europe, on se bouscule pour essayer de le faire signer. Depuis qu'il est tout jeune, Lakhdar Belloumi joue en Algérie, à Mascara, à Oran, à Alger, et montre chaque semaine tout ce qu'il sait faire avec un ballon. En 85, la Juventus à son tour tente de le recruter, malgré son profil un peu similaire à un certain Michel Platini, mais une terrible blessure à la jambe va l'empêcher de réaliser son rêve. Il n'y a pas beaucoup d'images disponibles du joueur et c'est bien dommage, car Lakhdar Belloumi est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps. Recordman du nombre de sélections avec les Fennecs, footballeur africain de l'année en 1981, buteur lors du premier match de l'histoire de son pays en Coupe du Monde. Belloumi a marqué les esprits en Algérie et son nom évoque forcément un tas de souvenirs pour les supporters des Fennecs. Après l'échec de son départ en Europe, Lakhdar est resté tranquillement en Algérie et a continué mine de rien jusqu'en 99, soit quasiment 25 ans de carrière. J'aurais aimé en parler un poil plus longtemps, sauf que j'ai pas trop de quoi l'illustrer, mais c'est pas très grave, le plus important, vous le savez, c'est de s'en souvenir. Il est l'heure de partir au Portugal pour évoquer l'un des plus gros talents de l'histoire du pays, un gaucher magnifique dont la carrière aurait pu être encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. En 87, le Ballon d'Or est attribué à Ruud Gullit et à la 2e place du classement, on retrouve un certain Paulo Futre, un joueur qui en soi mériterait un conte de foot à part entière. À l'époque, Porto vient de gagner l'ancêtre de la Ligue des Champions, avec un Portugais intenable en finale et plus généralement, déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs du continent. Son style, sa vitesse, sa technique, sa facilité avec le ballon. La comparaison avec un certain numéro 10 argentin est plus que facile. Paulo Futre est un artiste et va le confirmer lors de son transfert à Madrid.
En 87, à 21 ans, il rejoint donc les Colchoneros et va régaler les supporters au point de devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Avec ses feintes, ses dribbles et cette mentalité de guerrier si chère au club de la capitale, Paolo fait l'unanimité et permet au club de remporter 2 Copa del Rey, dont une remportée contre le Real à Santiago Bernabéu. Même si le club, pendant tout ce temps, n'arrive pas à remporter le championnat, le Portugais est devenu l'idole de Vicente Calderón et on comprend pourquoi. En plus de claquer des grands slaloms, Futre est surtout un excellent passeur qui envoie caviar sur caviar, un style de jeu altruiste qui permet à son équipe de performer. Nous sommes alors en 1992 et Paolo, contre toute attente, va devoir quitter le club madrilène. Si les blessures ne l'ont pas épargné et ont peut-être forcé la direction à se séparer de lui, certains préfèrent dire que c'est à cause des difficultés financières du club que le Portugais a dû faire ses valises. Toujours est-il qu'en janvier 93, Paolo Futre n'est plus un joueur de l'Atlético et la descente aux enfers va commencer. Benfica, Marseille, Milan, West Ham et Madrid encore, le Portugais se balade un peu partout sans jamais retrouver son vrai niveau. Fragile physiquement et incapable d'enchaîner les matchs, Futre met un terme à sa carrière à 33 ans, dans l'anonymat le plus total, loin, très loin de tout ce qu'on avait pu imaginer quelques années plus tôt. Rendimos un sentido y merecido homenaje a una leyenda del fútbol mundial, a un jugador que tiene corazón rojiblanco, un ídolo de toda la familia atlética, que es ni más ni menos que nuestro querido Paolo Futre. Joyau du Portugal, dribbleur hors pair et passeur de génie, Futre a marqué les esprits à la fin des années 80 et, comme je l'ai dit, aurait bien mérité une vidéo sur un plus long format, car Paolo restera pour toujours comme une étoile filante qu'on aurait aimé voir scintiller un peu plus longtemps. Dans le premier épisode de la série, j'avais parlé de Gaetano Chirea, légende de la Juventus et plus généralement, légende du football italien. Et ça tombe bien car on va continuer de parler de la Serie A des années 80 avec monsieur Daniel Passarella, surnommé le grand capitaine, le Kaiser, le chef. Ça donne une petite idée du personnage. Le défenseur argentin est un peu une anomalie dans la grande histoire du football pour plusieurs raisons. Déjà, il était défenseur central alors qu'il mesurait à peine plus d'1m70, il a planté plus de 170 buts dans sa carrière et aussi parce qu'il a tenté sa chance en Europe, ouvrant la voie à plusieurs Argentins derrière lui. Vos le tenés respeto a Passarella. Sí, claro. Para mí el mejor central de todos, lo que tuvimos en Argentina por lejos. Pour faire vite, Daniel Passarella était donc défenseur central, un mec dur au contact, un peu vicieux, très intelligent dans ses déplacements, dans l'anticipation et qui mettait sa tête un peu partout. Ça, c'était pour la partie défensive, c'est déjà suffisamment spectaculaire, mais le pire c'est que de l'autre côté du terrain, l'Argentin ne se faisait pas prier pour envoyer des énormes saucisses avec son pied gauche. C'était à la fois un top défenseur mondial, qui se projetait souvent vers l'avant à la manière d'un libéro, et aussi un artificier génial sur coup franc, sur penalty, sur corner. La menace traînait tout le temps. El Gran Capitán a commencé sa carrière à River Plate, il est devenu capitaine de la sélection et champion du monde en 78. Son leadership ne faisant absolument aucun doute. Après quasiment 10 ans en Argentine, le défenseur a donc choisi de jouer en Serie A sous les couleurs de la Fiorentina puis de l'Inter Milan, où il a d'ailleurs battu le record de buts marqués par un défenseur sur une seule et même saison. C'est toujours un peu cliché de parler de joueurs sud-américains et de la fameuse grinta, mais là on est vraiment en plein dedans, tellement Passarella dégageait cette passion, cette envie, ce besoin de toujours se donner à 100% sur le terrain. Il y aurait évidemment plein de choses à dire sur la carrière de Daniel, la Coupe du Monde 86, tous les buts qu'il a marqués, l'empreinte qu'il a laissée à River, mais je voulais surtout profiter de cette vidéo pour rappeler simplement son nom. Des profils comme Passarella, clairement, il n'y en a pas eu deux. Le capitaine de l'Albiceleste était bel et bien unique, à jamais le premier Argentin à avoir soulevé une Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé de mettre en avant des joueurs qui auraient pour certains largement mérité un vrai conte de foot. Comme pour le dernier épisode, il y a un gardien, 2 défenseurs et plusieurs numéros 10, avec des pays dont on parle pas très souvent, j'essaie toujours de faire un partage un petit peu équitable. Si vous avez des idées pour un autre épisode, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, vous pouvez les mettre en commentaire. Il y a toujours de très bonnes idées et ça permet aussi
de pouvoir discuter tous ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne, ça fait plaisir et ça donne vraiment envie de continuer. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, ce sera bien évidemment lundi prochain à 18 h. Prenez soin de vous, ciao.